Le Sahara, ressources conflits, c'est une étude de cas qui est la porte d'entrée pour la leçon sur le continent africain. Quand on pense au Sahara, on pense au désert du Sahara. Or, c'est un espace extrêmement complexe où les enjeux sont multiples et intéressent à la fois les populations locales, mais aussi des acteurs extérieurs, les grandes puissances par exemple, qu'il faudra citer. Alors, nous avons le terme conflit qui figure dans le sujet. Il va falloir s'interroger sur les différents types de conflits qui sont en jeu dans cette affaire, puisque conflit ne signifie pas forcément guerre ou conflit armé. Comme souvent avec les sujets qui sont proposés au bac, il va falloir transformer un intitulé en deux termes, en un plan, en trois parties. Un plan en trois parties qui correspond, comme tout plan qui se respecte, à une certaine logique. Dans une première partie, eh bien, on va faire un petit peu de géographie classique, à l'ancienne. On va expliquer ce qu'est le milieu, quelles sont les contraintes de ce milieu, et quelles sont les ressources qui font du Sahara un espace riche. Alors, conséquence de ces ressources, c'est un espace convoité, à la fois par les acteurs locaux et par des acteurs extérieurs, et le fait que cet espace convoité peut entraîner des enjeux qui sont à la limite de la légalité et qui font du Sahara, entre autres choses, une zone grise de la mondialisation. C'est ce qu'on examinera dans la troisième partie. La question qui se pose à propos de cette question est celle de l'opportunité ou pas de faire un schéma. Alors, on peut tenter une espèce de schéma rectangulaire. Ce qui est ennuyeux, c'est que cette question prend véritablement en compte les limites entre les États. Et faire un schéma sans indiquer les frontières paraît problématique. Or, un schéma avec des frontières, c'est plus tout à fait un schéma. Donc, peut-être que pour cette question, on peut se dispenser de faire un schéma. Dans un premier temps, on va donc présenter l'espace du Sahara en rappelant les critères géographiques de base. C'est un espace aride, les précipitations sont extrêmement faibles. Par conséquent, c'est un espace peu peuplé, qui est peuplé, comme on le sait, en oasis, ou par des tribus semi-nomades, comme les Touaregs, dont on reparlera après. Il faut néanmoins mentionner que cet espace a très longtemps été parcouru par des voies commerciales extrêmement importantes, avant que l'Atlantique prenne le relais de la Méditerranée comme axe de circulation marchande principal. Alors, cet espace est politiquement fragmenté, avec des frontières qui sont héritées de la décolonisation, qui sont parfois contestées, on en reparlera au moment des conflits, et on peut noter aussi que la logique des États n'est pas la même selon qu'ils ont un débouché sur la mer Méditerranée. Ce sont les États du Maghreb à l'ouest ou du Machrek à l'est, pour lesquels le Sahara n'est qu'un arrière-pays, et qu'il faut donc distinguer des États qui sont enclavés, comme le Mali, le Niger, qui sont des États beaucoup plus pauvres et qui n'ont pas d'accès à la mer. Alors, cet espace est évidemment riche en ressources. Quand on pense au Sahara, on pense aux hydrocarbures, on pense au pétrole, au gaz naturel, des richesses qui sont très inégalement réparties, puisqu'il y a de grands États pétroliers, comme l'Algérie ou comme la Libye, et d'autres qui ne le sont pas. Alors, les autres ressources doivent être absolument mentionnées, les phosphates, par exemple, au Maroc, ou l'uranium au Niger, qui intéresse beaucoup la société française Areva. On peut aussi mentionner la découverte de nappes aquifères qui rend possible une agriculture dans cette zone qui est pourtant une zone aride. Alors, compte tenu de ces ressources, cet espace est convoité. Ce sont des acteurs extérieurs qui sont particulièrement actifs, notamment les firmes transnationales du Nord. On a mentionné tout à l'heure l'entreprise Areva, qui est intéressée à l'exploitation de l'uranium au Niger. On peut mentionner aussi Total, par exemple. Et on peut mentionner particulièrement l'activité des sociétés chinoises qui pratiquent ce qu'on appelle la diplomatie du cadeau, c'est-à-dire qu'en échange de concessions pour l'exploitation des ressources naturelles, les entreprises chinoises s'attachent à équiper en infrastructure les États de la région. Alors, les grandes puissances sont présentes dans le Sahara afin de sécuriser
cette région. On sait que les États-Unis sont très intéressés aujourd'hui à la sécurité de cet espace qui est considéré comme vital pour la sécurité des États-Unis. La France aussi. Il est tout à fait pertinent de mentionner l'intervention de la France au Mali, par exemple, qui avait pour objectif d'éviter la progression des islamistes, mais aussi de sécuriser le Niger voisin. Les conflits sont nombreux dans cette région, persistants, se renouvellent. On peut en citer plusieurs. Le conflit du Sahara occidental, qui est très ancien, entre le Maroc et la Mauritanie. Le problème qui est lié aux Touaregs, ce peuple semi-nomade qui conteste en fait l'enfermement dans des frontières qu'ils ne reconnaissent pas, ou plus récemment le terrible conflit entre le Soudan et le Sud-Soudan, où par surcroît des enjeux pétroliers très importants sont présents. Alors, on peut dire du Sahara que c'est une zone grise de la mondialisation, c'est-à-dire un espace qui n'est pas complètement sous contrôle et qui est souvent à la limite de la légalité. On mentionnera à ce titre l'importance des flux migratoires qui amènent des populations de l'Afrique centrale vers les pays du nord de l'Afrique, du Maghreb, ou vers l'Europe après. Ce sont des flux migratoires peu contrôlés et illicites. On sait aujourd'hui que le Sahara, de façon assez récente, est devenu une base importante du terrorisme international islamique et appartient désormais à ce qu'on appelle l'arc des crises, qui se prolonge jusqu'au Moyen-Orient, avec l'activité de Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui doit être citée dans ce devoir, et enfin mentionner les flux illicites, les flux de drogue, les flux d'armes, les flux de contrebande qui animent l'ensemble de cette région. En conclusion, il faudrait sans doute évoquer ce qu'il faudrait faire pour que le Sahara soit un espace qui se développe mieux, de façon plus équitable et plus durable. C'est-à-dire évoquer la lutte contre des problèmes qui ont été évoqués, problèmes évidemment du terrorisme, des flux illicites, mais aussi des problèmes plus structurels qui sont liés au type d'État auquel on a affaire. Les économies fondées sur les matières premières sont des économies de rente, où après les investissements dans les infrastructures sont souvent insuffisants. Par ailleurs, on sait que les dirigeants des États pétroliers, par exemple, sont souvent tentés par la corruption. Autant de problèmes qui devraient être réglés pour faire du Sahara un véritable espace de développement.